Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Trèfle. Johan avec vous et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans cet épisode qui a, on va dire, une saveur particulière puisque cette saison 2023-2024 qui va démarrer sera la troisième que l'on couvrira. Épisode 1 de la saison 3, donc pour nous au Trèfle. C'est sympa pour nous de nous dire que notre truc fonctionne pas mal, hein. On a fait un petit peu de contenu pendant l'intersaison, ça a pas mal marché. On a même pu recruter cet été, hein, donc c'est plutôt sympa. On en profite pour vous remercier de nous écouter. Bon, je pense qu'on le ferait même si on n'avait que 3 auditeurs, hein, parce que nous on se régale à faire ça. Mais voilà, de temps en temps, Titouan nous annonce un petit peu le nombre d'écoutes par épisode et on se dit que c'est cool, quoi. Il y a du monde qui nous écoute. Donc voilà, merci à vous de nous écouter. On espère que ça vous plaît toujours autant. On vous encourage à continuer. N'hésitez pas aussi à nous donner votre avis, vos remarques sur Twitter ou ailleurs. On a toujours plaisir à lire des commentaires. Et donc, on va démarrer cette troisième saison du Trèfle avec un épisode qui sera l'épisode preview de la saison 2023-2024. Alors, on va parler du 5, on va parler du banc, on va parler de plein de choses. Et pour cela, j'ai avec moi 2 de mes acolytes du Trèfle. Notre cher doyen, comme il se plaît à nous le rappeler de temps à autre, il était à la présentation pour la preview de la saison dernière. Il sera plutôt dans l'analyse aujourd'hui. C'est Pierre. Salut Pierre, comment ça va ? Ouais, c'est Maître Ciel qui vous parle pour ceux qui ont la référence. Ça va très bien. Écoute, ça faisait un petit moment que j'étais pas intervenu, donc c'est un plaisir de revenir. Et Jo, je te vois une grande carrière de youtubeur. Il manquait plus que activer la cloche et le pouce bleu et on était bon sur la présentation. Merci. Écoute, je fais de mon mieux. Justement, puisqu'on parle de présentation, je fais une petite référence à la tienne de l'année dernière. Il faudra que je pense à te faire un petit clin d'œil en fin d'épisode. Je sais pas si tu t'en souviendras, mais on verra ça tout à l'heure. Le deuxième, donc, c'est l'une de nos recrues à l'intersaison, c'est Azad. Comment ça va, Azad ? Eh ça va, la pleine forme. Content d'enchaîner sur une nouvelle preview. Surtout que faire la preview, j'en ai fait un paquet avec QBasket, mais j'avoue que j'ai quand même une affection toute particulière pour les previews des Celtics. Et puis c'est un peu le sujet que je pense maîtriser le mieux en NBA, donc toujours un plaisir de parler de Boston et surtout qu'on a quand même une saison particulière qui nous attend, une page qui s'est tournée, donc très content d'être là pour pouvoir en parler. Ouais, effectivement, une page qui s'est tournée, on va y revenir. Puisque tout le monde est paré, on va se lancer. Je commencerai par vous dire que s'il y en a parmi vous qui ne nous ont pas écoutés pendant l'été, pendant l'intersaison, et qui du coup s'attendent aujourd'hui à avoir, on va dire, un détail de ce que pourraient apporter les arrivées de Kristaps Porzingis et de Jrue Holiday, je me permets de vous renvoyer aux épisodes 13 et 15 de la saison 2, qui sont respectivement sortis le 29 juin et le 6 octobre. Alors bon, bien sûr, on va parler de Jrue Holiday, de Kristaps Porzingis aujourd'hui, mais on va dire qu'on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus global, quoi. On va essayer de pas être trop redondant par rapport à ce qui a déjà été dit dans les anciens épisodes. Donc, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas surtout à aller écouter ou réécouter ces épisodes. Puisqu'on parle des épisodes précédents, j'en profite pour vous rappeler qu'entre ces 2 épisodes, vous trouverez un épisode focus sur Jaylen Brown, et puis plus récemment, on a eu un épisode sur le CBA, sur
la question de la flexibilité financière des Celtics pour les saisons à venir. Et enfin, tout récemment, donc, puisque je crois qu'il est sorti hier, un épisode hors série avec une interview d'Alan Guillou, graduate assistant dans l'équipe de NCAA de Santa Clara. On a la chance de le compter parmi nos auditeurs et il nous a fait l'honneur de nous accorder un enregistrement. Bon, je vous dis ça alors que moi j'ai même pas eu le temps de l'écouter encore, hein, mais voilà, ça m'empêche pas de faire un petit peu de pub. Voilà, le point pub est terminé, on va pouvoir se lancer. Et on va se lancer avec un premier point sur notre effectif. Donc on va faire ça en 2 temps. On va commencer par parler du 5. Alors déjà, le 5, il pose une question, c'est quel 5 On voit passer des 5 potentiels avec un line-up qui serait composé idéalement de Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum et Kristaps Porzingis. C'est le 5 qui serait peut-être le plus redoutable sur le papier, mais qui aurait l'inconvénient, on va y revenir, de laisser le banc encore plus vide. Alors bien sûr, je mets des gros guillemets autour de vide, mais encore plus vide qu'il ne risque de l'être déjà. On parle de la possibilité de garder Derrick White dans un rôle de 6e homme, ce qui permettrait à Al Horford d'être sur le terrain au moment de l'entre-deux. On peut également se demander s'il n'y aurait pas un moyen de garder ces 2 joueurs pour gérer le banc et donc d'intégrer un autre joueur dans le 5 de départ. Alors là, la question pourrait se poser. Peut-être un Sam Hauser, c'est quelque chose qui est encore une incertitude. En attendant de savoir quelle option sera privilégiée, bon après il y a aussi des chances que ça dépend des absences, comme je crois que c'est Vincent qui en parlait lors du dernier podcast. On peut déjà parier sur un certain nombre d'absences quasi certaines de Al Horford qui coïncidera certainement avec le nombre de back-to-back. Et puis il y en aura peut-être même plus. Ça peut dépendre des match-ups. Bref, ce 5, quel qu'il soit, la question qu'on s'est posée, c'est est-il meilleur que la saison dernière ? Alors pour moi, est-ce que le 5 est meilleur que l'année dernière ? Je pense que un 5 en lui-même sera potentiellement meilleur que l'année dernière. En tout cas, offrira peut-être plus de polyvalence des 2 côtés du terrain. Mais d'un autre côté, on est aussi à l'inverse, et c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais on perd en flexibilité sur une possession. C'est-à-dire que pour moi, le 5 de l'année dernière, avec Smart, White, les Jay et Al Horford, il t'offrait vraiment la possibilité de faire du switch all, de pouvoir justement t'adapter un peu à toutes les match-ups et de switcher selon les besoins et du coup de pas avoir de temps de retard et un petit peu de pas subir aucune match-up. Mais d'un autre côté, on a vu aussi que ce 5, il avait ses limites et on l'a vu dans la série contre les Sixers en fait, où du coup on a été obligé de faire revenir le 5 de l'année dernière, donc avec Robert Williams en poste 5 et Derrick White sur le banc. Donc en fait on s'est rendu compte que la flexibilité, le switch all et l'ultra polyvalence avait peut-être aussi parfois ses limites défensivement, et en plus offensivement on avait quelques problèmes en fait pour vraiment exploiter les Jay, parce que du coup ce 5 là c'était vraiment du 5 out, mais il y avait peu d'animation offensive et en fait c'était vraiment au Jay d'arriver à créer le décalage et ensuite plus à White, Smart de jouer le rôle des connecteurs et d'amplifier un peu le décalage. Et alors Ford avait tout bonnement juste un rôle de finisseur et en fait tirait surtout beaucoup dans le corner l'année dernière, on va pas se mentir. Et du coup c'est vrai que le 5 qu'il va y avoir cette année, du coup, peu importe lequel des deux possibilités, en gros, ça sera surtout dans tous les cas avec Porzingis et avec Jrue Holiday, il va apporter un peu plus de menaces. C'est vrai que on n'avait pas de joueur de post-up par exemple avant, donc maintenant avec Kristaps Porzingis on en a un. Ça a été sur des joueurs qui font plus de 3 post-up, je crois, par match, un des plus efficaces la saison dernière, avec une efficacité juste en dessous de celle de Jokic au final. Donc ça a été vraiment le deuxième larron un petit peu de la NBA en termes d'efficacité au post-up. Donc sa saison est vraiment passée sous les radars. Ça, c'est une arme qu'on n'avait pas. L'arme que Jrue va pouvoir apporter aussi, c'est son pull-up à 3 points.
même si je suis pas convaincu que ce soit forcément l'arme la plus fiable parce que le pull-up, ça subit beaucoup de variance. Donc en termes de 5, je pense que celui de cette année sera meilleur que celui de l'année dernière pour les raisons évoquées. Mais je pense que le groupe de 6 de cette année est moins fort que le groupe de 7 de l'année dernière. Parce qu'en fait, l'année dernière, en plus du 5, on avait soit un Robert Williams sur le banc avec un Malcolm Brogdon, soit Derrick White et Brogdon sur le banc. Alors que cette année, parmi les 5, sur le banc, il n'y aura plus qu'un seul bonus, entre guillemets, qui sera Al Horford ou Derrick White. Et Al Horford a pris une année de plus. Et du coup, ça fait aussi qu'un joueur vraiment de potentiel 5 majeurs dans la NBA, dans une équipe compétitive en moins. Et du coup, c'est vrai que au niveau de cette profondeur là, je trouve qu'on a un peu perdu. Ouais, moi je vais rebondir sur ce que vient de dire Azad. Alors je suis assez d'accord sur le constat par rapport au nombre de joueurs et leur impact. Après, moi j'ai quand même. Après, on est un peu dans du basket fiction. Alors, on les a pas encore vu ou très très peu. Et des matchs de pré-saison, on peut pas en tirer vraiment grand chose non plus. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'offensivement, on va être meilleur. Je n'ai pas trop de doute sur ça, même si ça dépend entre autres de l'intégration de Drew Holiday et aussi des progrès entre guillemets de Jaylen Brown. Après, j'ai l'impression que défensivement, et c'est ce que disait un peu Azad aussi, c'est qu'on est vachement plus limité, c'est qu'on va être beaucoup sur du drop. Moi, ça m'inquiète énormément. On va faire beaucoup de drop sur la défense au pick and roll. Déjà que défensivement, je ne vous ai pas trouvé extrêmement brillant l'année dernière par séquence, et même sur certains matchs, même en playoff, on a eu des moments où c'était vraiment quand même très très moyen. J'ai encore un peu plus peur de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qu'on gagne offensivement, finalement, j'ai l'impression qu'on le repère de l'autre côté. Donc j'ai l'impression qu'on va être un petit peu meilleur, mais que la différence, c'est pas non plus, c'est pas vraiment, c'est pas incroyable. Donc c'est pour ça que je suis relativement réservé et modéré sur cette intersaison. Ok, bon, on va avoir l'occasion de reparler un petit peu de tout ça. Azad, tu voulais réintervenir? Ouais, en fait, c'est vrai que défensivement, l'année dernière, on n'a pas été très bon, même si un petit peu les stats peuvent dire l'inverse. En fait, c'est un peu, on a eu pas mal de chance en fait l'année dernière parce qu'on a eu une des meilleures réussites à 3 points adverses, enfin une des moins bonnes réussites à 3 points adverses. Et en fait, ça a été totalement l'inverse en playoff du coup. Et là, on s'est fait punir par Miami. Mais en fait, c'est vrai que l'année dernière, on a un bon rating défensif, donc Boston finit 4e défense de la ligue en termes de defensive rating. Mais en fait, c'est beaucoup lié aussi à les 3 points des adversaires qui sont pas rentrés tout du long de l'année. Et en fait, là, défensivement, il va y avoir un vrai changement de philosophie. Et c'est vrai que la défense en drop, elle peut montrer certaines limites. Mais sur de la saison régulière, je pense que ça peut être très efficace en fait pour gagner des matchs un petit peu contre des équipes moyennes qui jouent sur des schémas de pick and roll un peu basiques et qui n'ont pas une capacité de punir sur pull-up. Donc c'est pas toutes les équipes, mais ça fait quand même il y a quand même beaucoup d'équipes là-dessus. Et en fait, on a du coup maintenant recruté, en tout cas échangé pour vraiment mettre un petit peu du drop défensif parce que du coup Porzingis est très bon là-dedans et Jrue Holiday a joué sur du drop avec Brook Lopez et avec Giannis. Donc lui, il sait aussi très bien jouer ce rôle de meneur, donc de défenseur sur le point d'attaque, en train de naviguer les écrans et de contenir le temps du drop. Donc je pense que défensivement, en fait, sur la saison régulière, ça va potentiellement très bien tourner, mais ça bloque un peu les possibilités de polyvalence défensive en défense une fois arrivés les playoffs. Après, on a vu qu'il suffit qu'un parcours tourne bien comme celui des Nuggets cette année, où du coup, ils ont beaucoup défendu en drop et en edge. Et au final, c'est quand même passé parce que du coup, ils n'ont pas eu à affronter les Warriors de Curry. Donc voilà, ça dépend aussi un peu parfois de ça. En fait, juste une bonne histoire de playoff ou quelque chose qui tourne plus dans ton sens que l'inverse. Après, moi, là où je suis beaucoup plus réservé que d'autres dans le groupe, mais on en a parlé en off un petit peu, c'est l'arrivée de Kristaps Porzingis. Moi, j'ai quand même
alors oui, certes, sa saison est intéressante du côté Washington, mais c'est dans une équipe qui joue rien et qui ne fait rien et qui ne vise rien. Je pense qu'il y a un contexte qui est vraiment différent et le problème que j'ai avec Kristaps Porzingis, c'est que quand il était très exposé, il n'a pas rendu beaucoup. On veut dire, clairement, il a montré à Dallas qu'il n'était pas une option 2, c'est pas ce qu'on lui demandait, on est d'accord. Néanmoins, je ne suis pas sûr qu'il puisse, dans un autre contexte, dans un contexte à enjeu, qu'il puisse réitérer son efficacité intérieure, par exemple. Moi, j'ai encore des doutes sur lui, très clairement. En plus que, ça c'est une parenthèse, mais j'ai du mal à séparer l'homme de l'artiste. Pour être honnête, et avec ces différentes histoires, ça me la met un petit peu mauvaise, mais ça passons. Voilà, donc très clairement, lui, c'est un joueur que je vais attendre au tournant, sachant qu'en plus, c'est un joueur qui est injury prone depuis toute sa carrière, hein, en même temps avec un physique comme ça, qui ne le serait pas, vous me direz, mais voilà. Donc moi, j'ai quand même pas mal de doutes par rapport à ça aussi, et ça, malheureusement, les blessures vont faire partie intégrante de la saison. Orford, tu l'as très bien dit, Azad est en fin de parcours et ça s'est vraiment senti sur certains matchs l'année dernière. Après, on a un peu fermé les yeux parce qu'on aime tous Al et pour tout ce qu'il a fait, etc. Mais quand même, lui qui est quand même aussi qui peut se blesser avec un coup de vent à l'entrée du TD Garden, bon voilà. Et puis Tatum qui s'est blessé aussi, on sait pas trop d'ailleurs hein, enfin moi j'ai pas trop lu, après peut-être que Azad t'aura des infos là-dessus, mais de comment il s'est remis de sa blessure au Game 7 contre Miami. Voilà, enfin il y a aussi quand même il y a un monde catastrophe où un petit peu c'était quoi en 2016 quand Gordon est arrivé avec Kyrie où Gordon se pète au premier match et toute la saison s'effondre. Il y a un monde où c'est possible ça aussi, hein. Donc voilà, je suis très très mesuré par rapport à tout ça et je crois que j'en garde encore de très mauvais souvenirs de cette époque où Gordon se pète à Cleveland. Ouais, ce fameux match où on voit toutes les toutes les possibilités à venir avec Gordon et Ward s'effacer, c'est vrai que il nous a tous fait très mal. Merci Pierre de nous rappeler que tu es le, le grand optimiste du groupe. Et Toujours. il en faut un, il en faut un. Il est avec nous ce soir, notre Ah, en optimiste. plus Hugo n'est pas là, donc faut bien. Ah ouais, bah oui, il faut redresser le truc forcément. Ok, bon, on va peut-être, on fera un petit point plus global sur l'effectif à la fin. Avant, on va un petit peu parler du banc. On l'a un petit peu évoqué, mais on va pénétrer un petit peu plus en profondeur dans cet effectif et voir ce qui se passe plus loin sur le banc. Donc en fait, comme vous l'avez dit un petit peu tous les deux, hein, on a un effectif qui est composé de 6 joueurs qui seraient en fait tout à fait capables d'être titulaires dans une équipe qui joue très gros en NBA. Bon, ça c'est un avantage certain dont on reparlera. On peut imaginer potentiellement un rôle de 6e homme a priori pour Derrick White, et puis derrière, eh ben c'est moins évident. Alors je sais que nous avons ce soir parmi nous l'un des membres de la Celtics Nation qui est peut-être le moins haut sur lui, mais j'ai l'impression que le 7e homme de cette rotation des Celtics, vous l'entendez qui se marre en direct, ce sera Peyton Pritchard, qui a quand même montré de très belles choses lorsqu'il a été utilisé la saison dernière. Alors dans un rôle qui était certes beaucoup moins important que ce qu'on va très certainement être amené à lui demander cette saison. On aura l'occasion d'en reparler. Il fait une très belle pré-saison, même encore une fois, comme si Pierre l'a dit, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour argent comptant, mais on va en reparler. Azad, je te laisserai le soin de nous expliquer pourquoi tu es le plus grand fan de Peyton Pritchard parmi nous. Il y a Sam Hauser qui a trouvé sa place dans la rotation la saison dernière, hein, qui a joué 80 matchs avec une moyenne de 16 minutes par match. Donc voilà, il a su trouver un vrai rôle, apporter son tir à 3 points. Et puis Titouan nous le raconterait mieux s'il était parmi nous, cette défense qui du coup dont on pouvait craindre qu'elle serait négative, et puis ça n'a pas été le cas, hein. Il a bossé pour se faire cette place. Ensuite, pardon, ça fait un peu listing, hein, mais bon, messieurs, je vous laisserai développer après, mais pour faire un petit point sur les joueurs à notre disposition. On a donc recruté, signé, récupéré Dalano Banton, qui semble en gros promis au rôle qu'avait Peyton Pritchard la saison dernière.
O'Shea Brissett qui vient remplacer, alors je mets des gros guillemets à remplacer, mais Grant Williams, donc dans la rotation. Le rookie Jordan Walsh, Lamar Stevens qui peut être un renfort sur les ailes, notamment par ses qualités défensives. Pour le reste, c'est moins sûr. Alors Lamar Stevens, pour l'instant, c'est un contrat juste pour le training camp. Hein. À moins que j'ai pas vu passer l'info, mais pour l'instant, il ne fait toujours pas officiellement partie du roster. Il y a Zvi Mihajliuk. Je me suis entraîné à le prononcer. Hugo m'a bien coaché sur la dernière. Qui est une sorte de deuxième Hauser, hein, en fait, que ce soit par sa précision à 3 points, et qui peut même être peut-être plus complet en attaque. Hein. Je pense que Hugo nous en parlerait mieux que moi. Il est particulièrement satisfait de ce qu'il voit en pré-saison chez Zvi. Et enfin, il y a Luke Cornett. Alors, qui en fait se retrouve exactement dans la même situation que l'année dernière. Hein. C'est-à-dire que il a ce spot de deuxième pivot qui sera en réalité le troisième, mais quand tu as Horford et Porzingis devant toi, on peut être amené à avoir besoin de toi assez rapidement. Bon, la situation est la même que la saison dernière, hein, puisque en lieu et place de Porzingis, on avait Rob Williams et que le risque de blessure était tout aussi important. Les gars, pardon, j'ai beaucoup parlé pour faire ce tour de banc. Je vais vous donner la parole. Est-ce que ce banc est un vrai talon d'Achille pour cette équipe? Ou est-ce qu'on va quand même arriver à bricoler avec ça? Azad. Oui. Alors, allez, moi, vas-y, c'est clairement un talon d'Achille. Un talon d'Achille, je sais jamais. Mais bref, c'est une fragilité en tout cas. Et en vrai, c'est une fragilité, mais je pense que avant d'être négatif, je vais la remettre dans le contexte de, en fait, toutes les équipes NBA ont perdu un peu du banc cette saison quasiment, parce qu'en fait, avec le nouveau CBA et les nouvelles constructions d'équipes, c'est difficile d'avoir un effectif très profond. Et en fait, nous, on a été un peu habitués à bouffer du caviar quand même avec Derrick White et Michael Brogdon en sortie de banc, alors qu'ils seraient titulaires potentiellement chez d'autres contenders. Donc bon, on s'est quand même un peu habitué à bouffer du caviar là-dessus. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je suis aussi négatif. Mais j'ai peur en fait, j'ai peur offensivement, même défensivement, mais c'est surtout offensivement que le banc m'inquiète, surtout qu'on n'a pas eu l'impression que Joe Mazzulla était très inventif pour faire vivre un petit peu l'attaque de l'équipe. Et l'année dernière, en fait, sur les minutes de banc, c'était beaucoup Malcolm Brogdon qui menait un peu l'attaque. Et du coup, il avait quand même un gros usage. Il avait 24% d'usage l'année dernière sur ces minutes. Donc les minutes où il était sur le banc. Et en fait, il drivait un peu l'attaque du banc tout simplement. Donc on n'aura personne pour le faire cette année. À part si c'est Derrick White qui joue le rôle du sixième homme, mais je pense, connaissant Mazzulla, quand même qu'on va plus avoir un starting five avec Porzingis en 5 et pour pouvoir vraiment écarter le jeu et pouvoir jouer en 5 out du coup. Et c'est vrai que j'ai peur que du coup offensivement ce soit vraiment catastrophique les minutes sans Jason Tatum en fait tout simplement parce que du coup il n'y a pas vraiment de créateur et j'ai peur que ça manque un peu d'inventivité tactique là où par exemple si on avait eu un coach comme Brad Stevens j'aurais été potentiellement un peu plus rassuré. Là où sur Peyton Pritchard, moi je suis pas du tout emballé, c'est que je trouve déjà qu'il canalise vraiment le ballon, pour pas dire vampiriser. Et donc c'est vrai qu'il y a des flashs de pull-up à 3 points et même à 3 points en règle générale, il est très bon. Mais en fait c'est quand même un meneur de jeu qui fait pas de passes. Donc il a un assist percentage la saison dernière par exemple, c'est le 2e centile, donc c'est presque le meneur qui fait le moins de passes décisives de la ligue. La saison d'avant c'est le 8e centile, donc on n'est vraiment pas sur un créateur collectif, c'est vraiment à la limite la seule personne pour qui il peut créer vraiment sur un terrain de basket c'est pour lui-même. Et d'un autre côté il est quand même hyper assisté.
Donc, tu vois, l'année dernière, 70% de ses tirs, de ses tentatives marquées étaient assistées. Donc, même si on a l'impression sur certaines séquences qu'il peut se créer son propre tir, c'est quand même un joueur qui nécessite beaucoup de soutien de l'équipe pour pouvoir créer. Et en fait, il apporte pas grand-chose offensivement à part du shoot à 3 points, quoi. Il va pas au cercle, il va très rarement au cercle. Et en fait, il a quasiment tous ses tirs qui sont pris à 3 points. 65% de ses tirs, ils sont pris à 3 points. Donc, il t'a très vite fait le tri de ce qui restait ensuite. Il est pas capable d'aller au cercle, il est pas capable d'aller sur la ligne des lancers francs. Donc, ça fait un piètre attaquant, surtout s'il va pas être entouré. Et ensuite, du coup, ça va être comment ils vont équilibrer ces minutes-là. Et en fait, moi, toutes les minutes où Tatum il va pas être sur le terrain, j'ai vraiment peur à la création offensive parce que Jrue Holiday, c'est pas un initiateur primaire. Jaylen Brown non plus, Porzingis non plus, Derrick White non plus. Donc, j'ai peur que les minutes sans Tatum soient vraiment des minutes hideuses offensivement. Et je vois pas trop comment je pourrais voir autrement. Enfin, je vois pas trop d'alternatives là-dessus. À part si du coup, Mazzulla a beaucoup bossé son playbook cet été et que du coup, il va trouver des solutions plus collectives à ça. Mais individuellement, c'est sûr que ça fait pas rêver en tout cas. Ouais, alors forcément, le banc est comme l'a dit Azad, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on a mangé Gucci pendant quelques années, donc forcément là, ça fait un choc d'avoir un banc à peu près normal. Évidemment, qu'il va souffrir de la comparaison en termes de qualité par rapport à l'année dernière. Après, moi, je suis beaucoup moins sévère sur le cas Peyton Pritchard. Je suis même plutôt content de sa re-signature. Déjà parce que le contrat est très friendly, et qu'il est très facilement échangeable si on a besoin. D'autre part, c'est un joueur, effectivement, c'est un joueur qui fait pas de passe, mais en même temps, c'est pas non plus ce qu'on lui demande. L'année dernière, il jouait beaucoup. En fait, c'était un faux 2. C'est pas lui qui était à l'initiative. Donc après, forcément, il a eu assez peu été utilisé vraiment comme un joueur de bout de chaîne très souvent. En soi, ça me dérange pas. Et même, je suis presque curieux de voir ce qu'on va faire, si on va lui donner un petit peu la balle en main pour voir justement ce qu'il sait faire. Moi, je me rappelle de lui en tant que joueur universitaire. C'était quand même un mec qui était, sans être un passeur extraordinaire, était un passeur correct. Alors que pourtant, j'étais très très critique lors de sa draft. Moi, c'est pas quelqu'un qui m'avait ébloui plus que ça. C'est quelqu'un dont la taille me gênait profondément parce qu'il doit faire 1m88 et que en NBA, maintenant, on sait que c'est compliqué pour les meneurs de cette taille-là. Mais pour autant, par rapport à l'éthique de travail, etc. Enfin, il y a aussi tout ce côté-là qui rentre en compte quand on prolonge quelqu'un ou pas. Je pense que voilà, moi en plus le contrat, je le trouve vraiment encore une fois très correct. Donc ça me dérange pas du tout. Pour autant, savoir comment on va animer l'attaque. Là aussi, j'ai envie de dire, c'est pas ce côté-là qui me dérange le plus. C'est vraiment le côté défensivement, comment on va faire qu'on défende contre des mecs, sachant que je sais pas si moi je pars à la guerre avec une seconde unit où à l'intérieur c'est Cornet et Brissett quoi. J'aime bien ces deux joueurs-là, c'est pas absolument pas le problème, mais ça me paraît tellement léger en termes de gabarit, etc., de force aussi. T'as pas un défenseur ultime, et puis j'ai bien peur aussi que en fait pendant ces minutes-là, très souvent on va mettre Jaylen Brown et c'est Jaylen Brown qui va faire la pluie et le beau temps. Et ça, on sait très bien que c'est comme de jeter une pièce en l'air, donc ça peut s'avérer très vite compliqué. Donc c'est pour ça, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à voir à imaginer cette second unit. Sachant que je pense que de toute façon, ce que j'espère, c'est que pour Mazzulla, il va à chaque fois, il y aura toujours soit White, soit Holiday de présent. Ça permettra de garder un niveau plancher relativement correct. Moi, c'est ce que j'espère. Après, sur la construction de l'équipe, si on parle en plus global sur l'équipe, c'est-à-dire qu'on a vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'on a renforcé Joe Mazzulla dans son côté, je fais jouer mes starters énormément. Et ça, moi, ça m'inquiète sur le long terme aussi, parce que encore une fois, on sait très bien que c'est un marathon et que les playoffs, le but c'est d'arriver à LC. Alors pour cette équipe-là, pour les 6 concernés dont on a parlé depuis le début, ça va être primordial. Si on veut avoir une quelconque chance d'espérer à quoi que ce soit, ça va évidemment passer par là.
Et j'ai l'impression qu'il peut encore moins s'appuyer sur des joueurs que l'année d'avant. Moi, je suis un petit peu plus réservé peut-être sur Sam Hauser. J'ai pas l'impression qu'il a un totem d'immunité, ce garçon-là. D'ailleurs, alors tu prononces très bien, Johan, donc je vais pas me tenter à faire moins bien, mais je pense que Zvi peut peut-être venir le concurrencer. Après, il y a l'énigme Keita. On sait aussi que là, apparemment, ils aiment plutôt bien ce qu'ils voient de lui. Bon, de là à le faire signer, je sais pas, mais on va voir. C'est peut-être, ouais, à l'intérieur que ça peut bouger. Steven, c'est un profil intéressant, mais après, très clairement, tu joues avec 4 shooters extérieurs parce que lui, c'en est pas un du tout. Ce qui lui était beaucoup reproché du côté de Cleveland. En plus, t'as Walsh qui est un peu dans le même profil. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas encore super clair. Mais j'attends beaucoup des premiers matchs pour justement voir ça. Là, on est très dans le basket fiction, mais j'attends vraiment de voir les premiers matchs. Ça va être super intéressant d'enseignement, je pense. Ouais, bah écoute, tu fais le lien avec une question que je voulais vous poser justement. J'ai réécouté un petit peu le podcast de l'année dernière pour m'inspirer et bon, on avait un peu cette interrogation, c'était la même hein, concernant Luke Kornet. On s'inquiétait en fait parce que voilà, on avait Horford et Rob Williams et derrière c'était Kornet et puis aujourd'hui on a Horford et Porzingis et derrière c'est Kornet. L'année dernière, dans les moments de galère, on a eu Blake Griffin qui a pris le poste de titulaire et quand il y avait pas d'autre choix, pour permettre justement, je pense, à Kornet de se confronter au second unit et non pas au pivot titulaire des équipes adverses. Alors cette année, nous n'avons pas Blake Griffin, mais comme tu l'as dit Pierre, on vient de voir des jolies choses de la part de Keita, qui a un contrat two-way. Et qui du coup, ouais, comme tu disais, finira peut-être par obtenir un contrat classique s'il y a un gros besoin à ce niveau-là. Azad, du coup, tu as beaucoup parlé de Peyton Pritchard, mais on t'a pas trop entendu sur le détail du reste du banc, on va dire. Est-ce que tu veux parler un petit peu de Zvi ou des autres? Alors, Pierre, je comprends hein, que tu te lances pas dans la prononciation, c'est compliqué. Azad, tu essayes? Pas du tout. Par contre, je peux parler de Lamar Stevens. Non, mais il y a des profils que j'aime beaucoup, mais que presque j'aimerais plus plugger, tu vois, dans le 5. Par exemple, un Lamar Stevens. Donc, certes, il ne va pas apporter de spacing par son 3 points, mais il fait des très bonnes coupes. C'est un profil de connecteur qui peut justement recevoir et passer la balle en mouvement. Il va aussi être capable d'aller au cercle une fois qu'il a reçu la balle. Donc, enfin, il y a des choses intéressantes chez lui offensivement. Le problème, c'est qu'il va refuser des shoots à 3 points et que du coup, il va pas être respecté. Et bon, même s'il les prend, mais je préfère qu'un mauvais shooter prenne des tirs qu'il les refuse presque, parce que en termes de spacing et de géométrie du terrain, ça crée plus de problèmes pour moi. Ensuite, défensivement, c'est vraiment très très bon. Il a un peu de problème de concentration off-ball parfois. Il y a des petits flashs de Jaylen Brown un peu, mais quand même, il y a des très bonnes choses défensivement, surtout on-ball. Donc lui, je verrais bien comment il pourrait être plugué. Walsh, je regarde pas du tout la NCAA, donc en vrai, ça va être vraiment de la pure découverte. J'ai vraiment peu d'idées de ce que ça peut donner. Hauser, c'est pareil, c'est un joueur que j'aimerais bien plus plugger avec des joueurs du 5 que l'avoir dans un line-up un petit peu que avec une seule star et des joueurs de banc. Donc en fait, c'est beaucoup de joueurs comme ça qui sont pluggables dans le 5 parce que du coup ils demandent pas beaucoup de ballons et ça c'est très positif parce que du coup c'est des joueurs que tu peux intégrer du coup avec des users des joueurs avec une grosse utilisation, un gros volume. Enfin on a quand même parmi l'effectif de Boston, on a 2 des joueurs qui portent le plus la balle et finissent le plus les actions. Enfin, il y a aucune autre équipe, là va y avoir les Bucks. Mais sinon, c'est très rare sont les équipes qui ont 2 joueurs à plus de 30% d'usage dans leur effectif. Donc, il faut vraiment savoir que les joueurs qui ne s'appellent pas Jason ou Jalen chez les Celtics, ils touchent peu de ballons. C'est plus des finisseurs et encore, c'est pas toujours sur des très gros volumes. Donc, en fait, moi, j'aime bien ces profils-là. Mais je les aime pas comme joueurs de banc, si tu veux, à côté de Pritchard et Kornet, quoi. Je préfère qu'ils jouent
vraiment avec les titulaires. Cornet, j'aime bien. Je trouve que c'est un profil en plus qui est différent des deux autres qu'on a à l'intérieur, du coup, avec Porzingis et Horford. Mais par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est le spacing vertical. Maintenant qu'on a dit adieu à Robert Williams, paix à son âme. Et du coup, voilà, vraiment, c'est plus ça qui va m'inquiéter en termes de la rotation intérieure. Défensivement, je suis pas inquiet. C'est plus offensivement, faut pas que ce soit des joueurs qui créent plus de non-spacing et qui créent juste en fait plus des embouchures qu'autre chose. Donc c'est peut-être un peu plus ça qui va m'inquiéter. Après, qui de tous les joueurs qu'on a signés pour le training camp et qui vont avoir des 10 days aussi contract, qui va réussir à faire son trou? Bah là, comme Pierre disait, c'est plus de la fiction et du coup, il va aussi falloir regarder les matchs et suivre ça de près et voir comment ils sont utilisés. Mais potentiellement, il y a des bons profils à plugger avec les joueurs du 5. Le problème, c'est qu'en termes de banc, par contre, ça va très vite être limité. Donc c'est pas très inquiétant pour les playoffs, mais ça peut un peu tourner au vinaigre s'il y a beaucoup de blessures pendant la saison régulière surtout. Bah, après, tu sais, même pour les playoffs, tu sais, souvent on dit que pendant les playoffs, on tourne à 7-8 au niveau de rotation de joueurs. Là, pour l'instant, je sais pas qui sont 7 et 8. Voilà, tandis c'est que sûr. l'année dernière, tu avais quand même une vague idée quand même. Tu Ouais. savais à peu près où mettre tes billes. Là, pour l'instant, quand même, ça c'est vraiment deux spots qui restent en suspens pour les playoffs à venir, sous réserve qu'on les fait évidemment, mais qu'on n'ait pas de mauvaises surprises, de blessures, de machins, de trucs. Voilà, donc ouais, ça pour moi c'est quand même une vraie interrogation. Enfin, c'est une vraie interrogation. C'est de nouveau une interrogation qu'on n'avait pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'on n'avait pas depuis un moment en fait. Ouais, bah en fait c'est l'année dernière. En fait, là où on était vraiment incroyable, c'est que jusqu'à 8, notre huitième joueur c'était Grant Williams quoi. Mm. Et en plus, c'est un joueur qui est en playoff et vraiment trop bien, trop pratique à plugger pour faire défendre sur parfois même la première option, tout en offrant du spacing et en étant capable d'apporter un peu de passing. Donc c'est sûr que là-dessus, de toute façon, pour moi, comme je l'ai dit, on a peut-être un meilleur 5, mais on a un moins bon corps que la saison d'avant. Mm. Mais par contre, on se rappelle aussi que toutes les difficultés qu'a eu Joe Mazzulla à le faire rentrer dans les séries de playoffs. Ouais, c'est sûr. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai l'impression que en fait, le recrutement l'encourage dans ce qu'il nous a fait déjà en fait. Qu'il n'y a pas vraiment de c'est je vais encore me concentrer sur moins de mecs, mais ces mecs-là qui me feront tout, etc. Et moi ça m'inquiète un peu dans le sens où déjà c'est des joueurs qui sont quand même relativement fragiles pour certains, je l'ai assez dit je crois, et puis que si tu arrives cramé en playoff, t'es mort dans l'œuf en fait, t'es mort dans le film. Donc surtout vu les équipes que t'as, hyper rugueuses, hyper physiques, si je sais pas, t'imagines premier tour, tu te farcis les Knicks, bah voilà déjà bonjour quoi. Bonjour parce que tu vas être dans la dureté, tu vas être dans le combat, tu sors de là, tu gagnes 4-3, t'es rincé et tu te fais exploser en deuxième tour, peu importe qui tu rencontres en fait. Parce que t'as tiré sur 6 mecs en fait. Donc ouais, moi j'ai des grosses interrogations et de toute façon, va y avoir besoin qu'il y ait quelqu'un qui step up du banc. Hein. Si on veut espérer quelque chose, je ne vois pas par quel autre moyen. Alors attention, un step up, je dis pas que c'est un mec qui sort et qui met 20 points par match, hein, mais qui soit élite dans un rôle, en fait, qui sache se rendre indispensable, qui, comme dirait Azad, plug. Voilà. Ouais. Mais alors du coup, ce que vous dites depuis tout à l'heure, ça me rappelle une question qu'on s'était posée entre nous en off. Je crois que c'est Titouan qui nous avait dit ça au moment du recrutement de Jrue Holiday. Est-ce que dans la quête d'un titre, il n'y a pas quand même, alors je vais pas dire est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, mais est-ce que le fait d'avoir un excellent 6, c'est pas mieux que d'avoir un très bon 8-9? Parce que, enfin, je veux dire par là, top 6 joueurs, des meilleurs joueurs de l'équipe, comparé à un très bon 8-9. Parce que le très bon 8-9, on le dit depuis tout à l'heure, on l'avait.
l'année dernière, sur le papier, on avait peut-être allez, j'allais dire le meilleur, peut-être l'un des 2 meilleurs de la NBA avec les Nuggets, et ça n'a pas suffi. Est-ce que le déclic qu'il peut y avoir, ce n'est pas de se dire que si tu as le meilleur groupe de 6 joueurs, tu es le mieux armé comparé à ce groupe qui est certes bon, mais avec ses 8 ou 9 joueurs. Azad, on en a parlé tous les deux, tu sais l'amour que je porte à Marcus Smart. Pierre, on a fait nos effectifs de cœur ensemble l'été dernier, donc tu le sais aussi. Est-ce que en fait Marcus Smart et Rob Williams, ça ne suffisait pas, et est-ce que ce pari d'aller renforcer au maximum ton 5-6, c'est pas ce qu'il faut pour aller chercher le titre quand tu es dans une fenêtre où on n'est pas pressé parce qu'ils sont relativement jeunes, mais on va dire que les Jays rentrent dans leur prime. Il y a cette volonté de les responsabiliser, d'en faire vraiment les leaders de l'équipe. Est-ce que là, on ne dit pas, on avait le meilleur corps de la NBA, ça n'a pas marché, on va tenter un autre pari qui est d'avoir le meilleur 6 possible, et après, oui, forcément, il faudra que quelqu'un step up, quoi. Je sais pas, parce que tu vois, est-ce que Smart et Grant et Robert Williams ça suffisait pas, ou est-ce que c'est juste qu'on est tombé sur une équipe du 8 qui rentrait 50% de ses 3 points ouverts, et c'est un truc qui arrive jamais, et la série tu la rejoues 100 fois et Boston il gagne 95 fois. En fait, c'est un peu ça moi qui m'embête, c'est d'avoir tout bazardé sur un coup du destin un petit peu. Et du coup, moi, je pense pas que l'équipe soit meilleure que l'année dernière, mais je pense que financièrement, tu pouvais peut-être pas la garder, en fait. Et je pense que c'est plus ça, comme on a expliqué un peu au début, que voilà, on a bouffé Gucci, comme dit Pierre, l'année dernière, mais en fait, financièrement, tu pouvais pas repartir en repartant avec le même budget, et que du coup, il a fallu prendre des décisions. Et puis après, il y a des coups, il y a des opportunités aussi. Porzingis, c'était sur le marché. Brad Stevens, ça fait très longtemps qu'il veut obtenir ce joueur et l'avoir dans son équipe. Il a sûrement de très bonnes raisons pour ça. Mais pour moi, l'équipe est moins bonne et moins adaptée en plus aux playoffs que l'année dernière. Donc pour moi, tu as juste rétréci ta fenêtre, mais tu l'as pas forcément améliorée. Ouais, complètement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense en plus de ça, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que moi, j'aurais tendance à dire quand même plutôt 8-9 joueurs, dans le sens où plus tu as d'options, plus tu peux faire de choses sur un terrain quand tu es un coach aussi. C'est-à-dire que là, concrètement, si on décide de passer sur du switch all, par exemple, c'est mort. C'est impossible. C'est impossible si tu as Porzingis sur le terrain. C'est mort. Il n'a pas la latéralité pour le faire. Tu te condamnes tu te condamnes à plein de choses, et tu te condamnes à un style de jeu, en fait. Et moi, ça m'embête beaucoup, surtout en vue des playoffs. Alors après, en saison régulière, tu vis avec ça, il y a aucun problème. Mais en playoffs, tu peux pas créer un truc un peu surprise à des moments. Tu restes cantonné à un truc parce que t'as pas les joueurs pour, en fait. Et en plus de ça, on sait que Mazzulla, c'est quelqu'un qui a du mal à donner la confiance aux joueurs du banc. Enfin, en tout cas, sur son année 1, hein. Je vais pas présager du reste. Encore une fois, c'était un contexte un peu particulier, hein. Il est arrivé comme ça, du jour au lendemain, bim, tu reprends l'équipe. Ok. Donc là, on va le voir. On sait qu'il sera mieux entouré. D'ailleurs, on va aussi dire que c'est Van Gundy qui est devenu senior consultant ou je sais pas quoi pour les Celtics. Qu'il y a Charlie qui est arrivé aussi en provenance de Milwaukee, qui était annoncé comme coach principal dans 2-3 équipes. Donc, je pense qu'il va être mieux entouré et que ça va aussi aider à ça. Mais pour autant, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien jouer avec un nombre restreint de joueurs, et que de toute façon là on est parti sur ça. Donc forcément tu te fermes des options. Après va falloir vraiment qu'on soit excellent sur ce qu'on sait faire, en fait. C'est ça. Donc ouais, je suis assez partagé, mais moi je trouve quand même assez intéressant quand tu as un minimum devant. Mais ça n'est que mon avis. Ok, alors attendez, excusez-moi une seconde les gars, je suis en train d'envoyer un texto à Titouan. Il faudra penser à pas prendre les 2 plus pessimistes l'année prochaine. Voilà, c'est bon. Pardon, excusez-moi.
Excusez-moi, hop, envoyé, c'est bon, pour la preview de l'année prochaine. Allez, désolé, hein, je fais du perso sur le temps de boulot, mais fallait que j'y pense. Tu crois qu'on m'a mis à l'animation pourquoi, en fait, hein? Non, mais je sais. Bah, écoute, on en reparle. Maintenant, on y est, on va pas tout chambouler maintenant. Pierre, tu nous as fait la transition, en tout cas. On a beaucoup parlé des joueurs, hein, ça fait très longtemps qu'on parle de l'effectif. On va passer au point suivant et on va parler du coach. Du coach et du coaching en général, hein, puisque tu l'as mentionné, il y a eu des arrivées. Monsieur Joe Mazzulla, qui donc, pour faire un petit retour en arrière, nous fait coach du mois dès le début de la saison dernière. Donc qui est plugué, hein, puisque je pense qu'on peut l'utiliser comme ça aussi suite au scandale d'Ime Udoka. Alors bon, Joe Mazzulla a au moins cette on peut lui accorder ça, c'est que à aucun moment, alors les Celtics qui sont parmi les équipes favorites, et puis il y a énormément d'observateurs au moment où il y a l'affaire Udoka qui sort, oh là là, les Celtics, tu te rends compte, la catastrophe, ils étaient tellement bien et le coach va changer, etc. Bon, on démarre la saison régulière la saison dernière, aucun problème, on est la meilleure équipe de la NBA, pas de souci pour le coaching. Et puis bon, bien évidemment, avec l'année qui avance, ça a évolué. Mazzulla qui a la particularité d'avoir été grandement critiqué par la fanbase pour sa capacité à ne pas prendre de temps mort. Alors bon, visiblement le temps mort est un espèce d'outil magique qui te permet forcément de gagner, hein. Alors bon, je voudrais bien votre avis sur le sujet. Mais voilà, cette année, donc après avoir passé l'été chez nous, il a pu construire un petit peu son staff avec les arrivées, donc notamment, tu le disais, de Charles Lee, de Sam Cassell. Vous l'avez dit aussi, et c'est vrai qu'on l'a vu passer, ce nouvel effectif, en fait, on a l'impression qu'il correspond mieux à Joe Mazzulla. Alors c'est vrai qu'il y a effectivement ce que ça comporte de risques, mais voilà, on en est là. Sur le point du coaching, les gars, est-ce que, d'après vous, le fait qu'il y ait eu déjà cette première année d'expérience et puis ce staff qui a été remodelé un petit peu plus comme il le souhaitait, qu'est-ce que ça va donner sur le banc du coach cette saison, Azad? Je pense que il manquait de variété l'année dernière. Et est-ce que c'était pas aussi d'un manque de variété potentielle de l'utilisation des joueurs? Et en fait, je pense qu'on va avoir énormément de five out du coup, mais plus varié avec Porzingis. Et en fait, Porzingis, il te permet un petit peu de varier tout simplement ta manière d'attaquer parce que c'est un profil un peu qui est très différent de finisseurs de tout ce qu'on a déjà eu. Et du coup, je pense qu'avec des créateurs, disons, moyens, positifs qu'on a, avoir un finisseur comme ça va permettre un petit peu d'autres façons de faire. Et du coup, je pense qu'on va avoir un peu plus de variété offensive. Et de toute façon, si on n'en a pas, ça risque d'être très problématique. Je pense que vraiment, ouais, cet effectif est adapté à Mazzulla et à Brad Stevens. Enfin, vraiment, on a vraiment l'impression que Mazzulla, c'est un peu le petit protégé de Stevens et qui lui a fait un effectif pour lui. Puis au cas où, si jamais il tenait pas le coup pour reprendre les rênes et redevenir coach, parce que c'est vraiment, on sent vraiment que c'est Stevens qui a mis sa main sur cet effectif et que c'est un effectif qui se serait créé pour lui, quoi. Donc, on a vraiment la sensation qu'il y a une continuité du GM jusqu'au terrain en passant par le coach et le coaching staff. Donc peut-être qu'on va avoir une vraie année 1 du projet Stevens Mazzulla. Je pense que avant on a eu un projet Udoka Stevens avec du coup une mentalité très défensive entre guillemets. L'année dernière, c'était un peu flou parce qu'il y avait encore l'effectif d'Udoka, mais avec une mentalité plus mazzoulienne, disons. Alors que là, maintenant, l'année 0 est passée, entre guillemets,
et on va arriver de l'année 1 du coup de vraiment pousser cette philosophie jusqu'au bout. Et du coup, ça va être intéressant au moins pour ça, s'ils essayent de vraiment pousser jusqu'au bout l'idée qu'ils ont derrière la tête, et puis de proposer de la variété offensive et défensive avec tous ces profils très différents qu'ils ont dans l'effectif. Ouais, moi je trouve que Joe Mazzulla, ça reste. Après, c'est pas négatif ce que je vais dire. Ça reste un coach dogmatique. C'est un peu comme. Je prends l'exemple du peut-être le plus dogmatique au football, c'est Guardiola. Je pense que Joe Mazzulla est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il a une vision vraiment très très précise de comment il veut faire jouer son équipe, et je pense qu'il ne dérogera pas d'un iota par rapport à ça. Et effectivement, je rejoins Azad sur le fait que on a l'impression vraiment que l'effectif a été construit pour et par lui, qu'il a eu fortement son mot à dire sur la construction de l'effectif. Après, on va pas oublier non plus quand même qu'il y a un truc qui a pêché en playoff, c'est aussi le fait que Damon Stoudemire soit parti, parce qu'il avait accepté l'offre de Georgia Tech, je crois, en NCAA. Donc ça aussi, ça a quand même un peu fragilisé le banc. Après, il y a toujours des assistants qui restent. Je pense à Anthony Dobbins, qu'on connaît bien en France parce qu'il a joué des années en Pro A à l'époque. Je pense vraiment que les arrivées de Charles Lee et Sam Cassell, que j'avais oublié, qui sera plus le côté avec les joueurs, etc., montrer la voie. En plus, il a déjà gagné un titre avec Boston. Tout ça, ça peut être vraiment pas mal. Ça peut vraiment l'aider aussi. Pour autant, je crois pas que ça va le faire changer. C'est-à-dire que ça va être peut-être important pour la cohésion, parce que il y a quand même un truc qu'on n'a pas mentionné, c'est que identitairement, t'as perdu Marcus Smart, t'as perdu Grant Williams, t'as perdu Rob Williams. Donc c'est quand même des mecs qui incarnaient quand même, qui sont très étiquetés Boston, surtout pour Marcus Smart. C'est-à-dire personne ne le voyait ailleurs. Et je pense que les gens ont encore du mal à réaliser. Quand ils vont le voir à la télé avec Memphis, il faut dire mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Parce que c'est un joueur qui était étiqueté Boston, qui était étiqueté Celtics. Donc moi c'est ça aussi qui va m'intéresser, c'est de savoir, ça va être par exemple à Sam Cassell de recréer une identité. Une espèce de marque de fabrique, et en espérant que tout le monde aille dans le même chemin. Et puis ça va être aussi, comme tu disais Joe, c'est-à-dire que là pour le coup la pression elle est vraiment aussi et d'abord sur les Jets, parce que maintenant voilà, il y a plus de filet, Marcus Smart c'était un peu le filet pour tout le monde, mais là voilà, on y va quoi. Donc ça va être intéressant. Mais intéressant ne veut pas dire pas effrayant non plus. Ok, merci Pierre. Alors, je vais maintenant donner la parole à Azad. On va rentrer dans quelque chose d'assez pointu, on va dire, c'est de l'analyse assez poussée. Et j'en profite pour faire un petit coucou à une personne qui m'est très chère et qui est l'un de nos auditeurs assidus. C'est mon meilleur ami, Bruno, qui ne suit pas la NBA depuis très longtemps et que j'ai, on va dire, embarqué dans ma fanitude pour les Celtics. Et quand il écoute nos podcasts, il me dit souvent qu'il y a des moments où on utilise des termes qui sont très spécifiques et qu'il est un peu paumé. Donc voilà, j'ai une pensée pour lui et pour nos auditeurs, s'il y en a qui sont, on va dire, un petit peu moins calés, un petit peu moins pointus sur certains sujets et sur certains termes. Donc s'il te plaît, Azad, pour Bruno et pour tous ceux de nos auditeurs qui seraient dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement de quoi tu vas nous parler, et puis ensuite, bien sûr, développer ton propos là-dessus. Et puis Pierre, si tu veux intervenir sur le sujet après coup, bien sûr, je te laisserai en parler aussi. Du coup, en fait, quand on parle de rating, un peu pour même remettre les choses dans son contexte pour tout le monde et même pour ceux qui ont moins l'habitude qu'on parle de ça, en fait, le rating, c'est les offensive rating et les defensive rating, c'est un moyen d'aligner toutes les équipes sur 100 possessions.
Donc, par exemple, en fait, la meilleure attaque en NBA, c'est pas l'équipe qui marque le plus de points, c'est l'équipe qui, sur 100 possessions, marque le plus de points. Et du coup, en fait, d'avoir des offensive ratings et des defensive ratings, ça permet de tout aligner sur le même nombre de possessions et du coup de parler en termes d'efficacité et pas de volume. Parce qu'une attaque qui a une plus grosse pace, donc une attaque qui va faire plus de possessions, elle va potentiellement marquer plus de points par match qu'une autre, mais elle peut peut-être aussi être moins efficace. Et du coup, son coût d'opportunité est moins bon parce qu'en fait, toutes les possessions que tu finis, ça a une nouvelle possession pour l'équipe d'en face. Et du coup, si en fait, même si tu as beaucoup de possessions, t'es pas suffisamment efficace, ça fait pas de toi une bonne attaque. Tu peux avoir un gros volume de points marqués, mais tu vas sûrement en prendre beaucoup. Et c'est surtout que si c'est pas efficace, ça a peu d'intérêt. Donc en fait, l'année dernière, Boston avait fini du coup en termes de offensive rating 4e attaque et defensive rating 3e défense. Donc ça veut dire que sur 100 possessions, en fait, Boston était la 4e équipe qui marquait le plus de points, 118 sur 100 possessions, et qu'on encaissait, du coup la 3e qu'on encaissait moins, avec 111,5 points encaissés par 100 possessions. Donc, ce qui faisait qu'en fait, l'année dernière, Boston, c'était tout simplement, en termes de net rating, donc la différence entre le offensive rating et le defensive rating, la meilleure équipe de la ligue. Et comme j'ai expliqué un peu plus tôt dans le podcast, c'était aussi dû à une faible réussite à 3 points de nos adversaires. Et en fait, moi, ce que je me pose un peu comme question, c'est l'année prochaine, où est-ce qu'on va se situer par rapport à ces ratings-là, offensive et defensive. Donc pour moi, déjà, l'attaque, je sais pas si on va réussir du coup avec un petit peu la perte des connecteurs qu'on a eu, plus la menace verticale de Robert Williams, plus aussi la perte de Malcolm Brogdon et alors Ford qui continue de vieillir. Je me demande si on va réussir à maintenir ce niveau offensif d'être du coup top 5 attaque NBA. Et du coup, en termes de rating, j'avoue que je les imagine peut-être plus entre la 10e et la 5e équipe offensive. Et défensivement, par contre, je me demande un petit peu comment on va se placer, et surtout au niveau des 4 factors. Donc les 4 factors, c'est les 4 facteurs qui définissent un peu ton attaque et ta défense, qui sont la réussite, donc le pourcentage de field goal, d'effectif field goal, le pourcentage de turnover, le pourcentage de rebond et le pourcentage de lancers francs que tu as par rapport à ton nombre de tentatives. Et en fait, l'année dernière, notre défense était très bonne parce qu'on laissait très peu de rebonds aux adversaires. On était l'équipe qui laissait le moins de rebonds offensifs. On était une des 3 meilleures équipes pour pas donner de lancers francs aux adversaires et une des 3 meilleures équipes pour contenir la réussite adverse. Par contre, on provoquait pas beaucoup de turnover. Et je me demande si, par exemple, déjà défensivement, est-ce qu'on va, avec 2 défenseurs sur le point of attack comme Derrick White et Jrue Holiday, est-ce qu'on va chercher potentiellement à créer du coup plus de turnover, et plus de turnover, ça veut dire plus d'attaques en transition, ce qui pourrait un petit peu pallier à notre manque d'efficacité sur demi-terrain. Ensuite, il y a une autre chose que je me demandais, c'était en termes de fréquence et en termes de réussite. On était l'année dernière une des équipes, par exemple, qui allait le moins au cercle offensivement. Donc l'année dernière, on était la 25e équipe en termes de fréquence au cercle et on était la 28e équipe en termes de fréquence à mi-distance. Donc en fait, on était par contre la 2e équipe en fréquence à 3 points. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de points et d'attaques qui venaient de la ligne à 3 points. Et je me demande si avec un profil comme Porzingis, on va peut-être un peu plus rééquilibrer ça. Et aussi, est-ce que les Jays vont un peu plus aller au cercle, et aussi peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher du coup sur le mid-range. On sait que Jrue Holiday est un joueur qui prend pas mal de mid-range aussi. Donc ça va être intéressant à suivre. Et l'autre fréquence du coup qui va être intéressante à regarder, c'est la fréquence qu'on donne aux autres équipes. Donc l'année dernière, en fait, on était une équipe qui savait très bien protéger sa raquette. Donc on était la 2e équipe qui recevait le moins de tentatives au cercle. Et par contre, on était une des équipes qui recevait le plus de mi-distance. Et donc c'était une défense très analytique en fait. On laissait beaucoup de passes au mi-distance. Par contre, on laissait très peu de tirs dans les corners et très peu de tirs au cercle. Ce qui peut aussi expliquer notre très bonne défense.
mais ça demande aussi du coup un personnel qui est capable de courir un petit peu après tout le monde et de faire peut-être du switch all et d'avoir des bonnes rotations. Est-ce qu'on sera capable de faire ça encore cette année ou pas? Je sais pas. Et du coup, c'est vrai que tous ces ratings, tous ces pourcentages de fréquence au tir définissent un peu l'attaque qu'on est et la défense qu'on propose. Et en fait, je me demande à quel point, du coup, ça va être inversé par l'effectif qu'on a. Parce que du coup, vu que maintenant on va avoir une défense de drop, par exemple, on va avoir un autre type de défense. Et je me demande comment on va réussir à s'adapter et aussi quelle performance, du coup, ça va nous permettre d'avoir. Donc, je propose très peu de réponses dans tout ce que je raconte, mais j'ouvre beaucoup de questions et je pense que c'est surtout des pistes un peu de lecture que je propose aux auditeurs de voir. Ça va être des choses qui vont être intéressantes à regarder l'année prochaine, de voir quel type de défense on est et quel type d'attaque on est. Et ça, les 4 factors, vous pouvez les retrouver sur Basketball Reference, donc c'est de la donnée gratuite entre guillemets, et ça vous permet de suivre un petit peu la philosophie attaque ou défense des équipes. Et vous pouvez retrouver par exemple ce qui va être intéressant à suivre cette année hors Boston, c'est côté des Sixers par exemple, qu'on recruté Nick Nurse comme coach. Nick Nurse c'est un coach qui va être très agressif et du coup ses défenses vont créer beaucoup de turnover. Est-ce qu'il va avoir la même chose du côté de Philly ou est-ce qu'il va s'adapter à son effectif? Là, c'est une autre type de question, mais c'est ces stats-là qui peuvent vous permettre un petit peu de comprendre la philosophie de jeu parfois qu'il y a derrière un coach ou un effectif. Et du coup, moi, c'est pas mal de questions que je me pose au niveau de Boston. Comment tous ces stats qui révèlent un peu la philosophie de jeu vont évoluer sur la saison prochaine. Ok, merci beaucoup, Azad. Du coup, Pierre, est-ce que tu veux rebondir un petit peu sur le sujet? Ouais, en fait, je voulais rebondir sur notre défense de l'année dernière qui était, comme Azad l'a expliqué, finalement, on était assez conservateur dans l'idée, en prenant relativement peu de risques. Par exemple, sur les lignes de passe, il y avait bien que Marcus Smart qui se jetait un petit peu de temps en temps, mais il y avait vraiment une idée de contenir l'adversaire et de lui offrir certains spots. Enfin, moi, c'est un truc qu'on sentait quand même relativement bien quand on regardait les matchs. Je pense qu'on va pas vraiment déroger à ça. On va être un petit peu dans la même idée. Le point qui est quand même important, c'est qu'on aura beaucoup moins de solutions, et ça on l'a dit tous les deux, qu'on aura beaucoup moins de solutions, à savoir que je pense qu'on va switcher très très rarement et que ce sera vraiment du cas exceptionnel ou sur des 5 un petit peu bizarres avec, je sais pas moi, on peut imaginer Brissett en poste 5 ou je sais pas qui, mais pas avec les pivots qu'on a actuellement en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, après forcément quand tu es conservateur tu gagnes pas beaucoup la balle, mais ceci dit tu rends les tirs difficiles, donc tu peux te permettre de faire chuter. Après quand tu es plus agressif tu peux récupérer plus de ballons, mais quand tu te rates au basket, il y a un dicton qui dit interception loupée, interception payée, c'est-à-dire que souvent tu prends 2 points derrière. Donc faut jauger tout ça. Après, si c'est l'identité de Mazzulla côté défensif, mais je crois en fait que défensivement on l'a pas trop vu l'année dernière sur ce qu'il voulait faire. Enfin, ça a toujours été pour moi relativement flou et modeste dans l'ambition. J'espère qu'il proposera d'autres choses, en fait, justement, d'être un peu de varier un petit peu. Alors, on sait que, par exemple, Spoelstra nous met des zones de façon quasi systématique, qu'il maîtrise plutôt très bien. Alors, je sais pas si c'est une piste à explorer, mais pourquoi pas. Voilà. Et et là, je reparle de Miami, et justement, je me dis que aussi cet effectif a été construit pour plus se faire emmerder sur une zone, peut-être aussi. Il y a peut-être quelque chose de comme ça qui est de l'ordre du traumatisme de l'élimination face au Heat. Dans son interview d'après draft et d'après trade de Marcus Smart, il dit exactement ça Porzingis. Il dit exactement ça, Brad Stevens, que ils en ont marre de pas punir le mismatch. En fait, il parle pas de la zone, il dit que l'effectif était pas adapté pour punir le mismatch. En gros, il y avait personne pour faire du post-up quand c'était la seule option qui nous restait face à une zone. Mais en vrai, tu as totalement raison. Genre, c'est un peu aussi un trade à réaction de ça, parce qu'en fait, depuis 2020,
Boston, ils n'ont pas réussi vraiment à gérer cette défense de zone. Et tout simplement, il n'y a qu'une fois où c'est passé. Et c'était au Game 7 parce que Butler loupe son tir. Mais en vrai, on s'est toujours beaucoup cassé les dents quand même sur cette équipe et sur cette défense. Donc, à mon avis, ça vient de là aussi. Ok. Bon, on a parlé de plein de choses. Je vais vous poser une petite question. Ça a été évoqué, mais on va dire qu'on l'a pas dit clairement. Si vous deviez cibler une force et une faiblesse de cette équipe, qu'est-ce qui, pour vous, est un petit peu la valeur sûre, la chose dont on sait que ça va marcher, ou en tout cas dont il faut vraiment que ça marche, et à contrario, le point faible que l'on peut redouter chez ces nouveaux Celtics. Pierre, je te lance là-dessus. La force, c'est quand même ce corps normalement. Je veux dire, Jason Tatum, Jaylen Brown, c'est quand même à eux maintenant d'assumer ce qu'ils doivent être en fait. C'est-à-dire des joueurs qui nous amènent à la finale et au titre. C'est comme ça qu'ils ont été présentés, c'est comme ça que ça doit normalement finir. Enfin, qu'on espère que ça finisse en tout cas. Après, je sais qu'on est nombreux à avoir de nombreux doutes sur celui qui a un nom qui commence par un B, mais malheureusement, on l'a re-signé pour un prix défiant le raisonnable. Donc, on est parti dans cette voie-là. J'espère que ça va marcher, j'espère qu'il va évoluer. Moi, je pense que c'est un joueur fini, donc il n'évoluera plus malheureusement. Encore mon côté optimiste, désolé, clash. Voilà, mais après, ça c'est normalement c'est notre force. Après, sur le côté le point négatif, j'ai envie de dire, justement, ce côté, est-ce que de joueurs déjà quand même qui sont certains un peu vieillissants, alors Ford et plus tout jeune, Drew Holiday a déjà quand même aussi nombre d'années NBA dans les pattes. Porzingis c'est fragile. Pour l'instant, les Jets ont été relativement épargnés, mais quand même, il y a de temps en temps des blessures, et c'est normal, une saison c'est tellement long que voilà, ça loupe aussi des matchs. Voilà, et un banc où on a l'impression que, en tout cas, la hiérarchie est très peu claire pour l'instant, hein, mais en même temps, c'est normal, ça n'a pas commencé. Mais j'espère que quelque chose va se dégager très rapidement du banc pour justement pouvoir construire sur ça et faire évoluer au mieux ces joueurs-là qui vont de toute façon avoir un rôle, mine de rien, même s'ils jouent peu ou de façon pas très... pas à tous les matchs, mais qui soient en mesure en fait d'apporter quelque chose. Et ça, pour l'instant, on le sait pas trop quoi. Donc à voir. Mais voilà, dans l'idée, c'est un peu ça. Et je reste quand même très mesuré sur le step-up avec tous les mouvements qu'on a fait en play-off. Vraiment, je le vois pas trop, honnêtement, mais parce que encore une fois, le Azad en a parlé vite fait, mais le spacing vertical, c'est quelque chose qu'on n'a plus du tout. Hein. Je veux dire, on est une des rares équipes où on n'a pas un mec qui peut nous apporter ça. Alors j'exagère sans doute un petit peu, mais pas tant que ça en fait. Donc à voir. Je reste, ouais. Je sais pas si vraiment s'améliorer, hein, vraiment. Je vais laisser Azad. Azad, finis peut-être sur ta note positive parce que là, sinon ça va être beaucoup trop lourd. Ouais. Alors attends, moi j'avais une petite question quand même. Quand tu dis que c'est un joueur fini, tu veux dire qu'il a atteint ce qu'il avait à atteindre, pas qu'il est fini dans le genre il est foutu, il n'y a plus rien à en tirer. Ah oui, c'est un joueur fini. Non, parce qu'on sait jamais. Hein. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un joueur qui n'évoluera plus ou à la marge en fait. Il peut peut-être s'améliorer sur les pourcentages, augmenter un petit peu son pourcentage au lancer franc, un petit peu à droite à gauche. Mais dans l'absolu, ce sera jamais quelqu'un qui saura créer pour les autres. C'est toujours quelqu'un qui jouera avec un minimum, avec un peu des œillères, qui sera jamais un grand passeur. Enfin voilà, toutes ces choses-là, moi j'en ai fait le deuil en fait. Et je pense que pour notre santé mentale à tous, faut mieux en avoir fait le deuil parce que comme ça on peut, quand il y aura
quand il y aura une action d'éclat qui sera pas dans son registre habituel, on pourra encore s'émerveiller. C'est aussi la technique de supporter que je vous propose. C'est dommage qu'il n'y ait pas Elias quand même ce soir pour parler un tout petit peu de Jaylen Brown. Mais bon, voilà, Titouan me répond pas. J'espère qu'il a bien eu mon. Allez, Azad, dis-nous quelque chose de positif, Azad. Sur Jaylen Brown, pour moi, il y a un truc qui est positif, c'est que s'il se met à aller sur la ligne de lancer franc plus régulièrement, ça va devenir un joueur beaucoup plus efficace en tout cas qu'il l'est maintenant. C'est quand même ouf qu'un joueur avec sa capacité physique et genre sa tendance à faire des highlights et en plus à toujours avoir l'impression d'aller au cercle et de casser même le cercle, aille aussi peu sur la ligne des lancers francs. Je veux dire, il va pas plus sur la ligne des lancers francs que la moyenne NBA. Et c'est quand même super triste quand on sait que c'est un joueur qui porte autant la balle, qui prend autant de tirs et qui a en plus potentiellement les calls de star NBA et qui est la force physique qu'il est. Donc ça, c'est vraiment un truc moi qui me frustre énormément chez Jaylen Brown. Mais bon, donc en vrai, il y a la possibilité, il n'y a pas grand-chose à changer, il y a plus de choses à travailler là-dessus, mais pour moi, c'est un déclic qui peut le faire passer sur un autre step et vraiment de manière efficace s'il arrive à aller plus sur la ligne de lancer franc. Pour moi, ce qui est positif dans tous les cas, c'est que on reste au début de la saison une équipe favorite NBA. En fait, l'intersaison, c'est au final pas si mal fini qu'elle avait commencé. Elle s'est même très bien finie quand on voit comment elle avait commencé. Et on a vraiment de la chance que les Bucks soient allés chercher Lillard avec Holiday pour l'avoir récupéré. Parce que du coup, ça a permis de se débarrasser de Brogdon. Ça a permis de se débarrasser des questions aussi de comment on fait rejouer Robert Williams et Porzingis ensemble. Donc en fait, on arrive quand même avec une équipe qui a du sens comparé à l'équipe d'il y a 3 semaines avant qu'il y ait le trade pour Jrue Holiday. Donc ça, c'est super positif. On sait avec quel groupe on part. On ne sait pas quel groupe finira parce qu'il y aura des blessures, mais au moins, il y a une vraie ligne directrice. C'est du basketball Brad Stevens et moi, je crois en Brad Stevens, je crois en ses idées et je pense vraiment que là-dessus, il y a énormément de positifs et pour la, je sais pas combienième d'année de suite, on vise au moins les finales NBA et les finales de conférence. Et je sais pas, ça fait combien d'années qu'on vise les finales, on fait les finales de conférence ou qu'on les vise, mais ça fait au moins depuis, je sais pas moi, 2017 qu'on va en finale de conférence. Et là, l'année prochaine, ça risque d'être potentiellement encore le cas. Enfin, on est clairement une des 2 meilleures équipes à l'Est en tout cas. Et bon, difficile de pas voir du positif là-dedans quand ça fait déjà 7 ans que c'est le cas et que ça continue. Enfin, je veux dire, on bouffe vraiment du caviar en tant que fan des Celtics. Donc ça, c'est hyper positif. Et en plus, il y a plein de choses à analyser. Il y a une nouvelle page de la franchise qui va s'écrire. Il y a une nouvelle page de l'ère Stevens et l'ère des Jason et Jaylen qui va s'écrire. Il va y avoir plein de choses à analyser. Enfin, la saison régulière va tout sauf être ennuyante à suivre côté Celtics et ça va être très très cool aussi. Un autre truc qui est très cool, c'est qu'on va pouvoir suivre les Grizzlies et du coup c'est bien, ça permet d'avoir une équipe un petit peu secondaire parce que du coup on aime Marcus Smart et on le suivra même jusque dans le Tennessee. Donc ça aussi c'est très positif. Dans les choses négatives, non mais je sais pas, on m'a dit de trouver du positif, moi j'en trouve. Hein. Et dans les choses négatives, en fait j'ai déjà tellement dit sur quoi j'étais sceptique que je vais pas forcément revenir dessus. De toute façon, je pense qu'ils l'ont beaucoup dit dans les podcasts d'avant. Une des meilleures qualités d'un joueur, c'est sa disponibilité. Jour 1, tout le monde a l'air disponible. Je suis pas sûr que ce sera tout le long et c'est un peu ça qui va être frustrant, je pense, en tant que fan de l'équipe, c'est que tant que la saison sera pas finie, on va se demander qui c'est qui va se péter une cheville. Du coup, voilà, c'est peut-être le seul truc négatif, mais bon, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est à peine plus le cas que d'autres équipes parce qu'une cheville, ça tourne à n'importe quel moment et on l'a vu l'année dernière, c'est tourné dans un Game 7 sur un joueur qui se blesse quasiment jamais avec Tatum, donc bon, faut pas angoisser, faut analyser ce qui se passe et pas trop s'angoisser du futur. Dans tous les cas, on est entre de bonnes mains avec Brad Stevens, donc je suis pas inquiet. Ok. Tu as vu, Pierre, à quel point
La mémoire humaine, c'est un truc qui peut qui peut s'adapter pour faire en sorte que tu oublies ce qui ne t'arrange pas. Azad, j'ai une petite question pour toi. Je te pose une petite colle. Si je te parle d'un 5 majeur, Kemba Walker, euh, Jabari Parker, Romeo Langford, Tristan Thompson, t'es sûr qu'on a été en finale de conférence les 7 dernières années? On n'a pas été. Non, on n'y a pas été les 7 dernières années, mais on y Parce a qu'on été. on s'est quand même fait massacrer par les Nets il y a 2 ans, avec un Jaylen Brown blessé et où on se fait sortir lamentablement au premier tour. Ouais, mais on n'y est pas allé depuis 7 ans, mais ça fait 7 ans que c'est soit une étape qu'on vise, soit une étape qu'on réalise. D'accord. Tu vois ce que je veux dire, c'est que il y a rarement eu des saisons où on est parti, on a commencé la saison en se disant bon bah la saison va être moins bonne que l'année dernière. On est quand même sur des très bonnes équipes depuis l'ère Isaiah Thomas et en plus soit on progresse, soit on stagne dans l'excellence depuis cette époque-là quoi. Donc c'est ça que je trouve positif. Après oui, c'est sûr qu'il y a eu cette année-là qui s'est très mal fini surtout. Mais de toute façon, l'équipe avait été un peu cassée pendant la bulle. Donc voilà, oui, après il y a eu des années un peu galères aussi, enfin des années galères. La deuxième année de Kyrie qui se passe pas très bien, mais globalement quand même enfin je veux dire depuis l'arrivée de Stevens, il y a eu une année où on a un peu bouffé notre pain noir et puis en plus c'est une année qui nous a permis de drafter Marcus Smart, donc ça valait le coup. Et depuis ça a été quand même plutôt positif. Il y a eu au moins il y a eu des playoffs chaque année et il y a eu toujours eu de l'ambition. Donc bon, en tant que fan, je pense qu'on est quand même les plus gâtés, pas en termes de titres, mais en termes de victoires sur les 10 dernières années. Je pense que Boston est l'équipe qui a le plus gagné en saison régulière et en playoff, ou pas loin, quoi. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je te rejoins complètement sur le côté sympathique d'avoir maintenant une deuxième équipe de cœur puisque comme tu l'as dit, hein, je pense que Marcus Smart aurait pu aller à peu près n'importe où. Il y a des gens qui vont le suivre. Bon, bah, je pense que notre preview va doucement toucher à sa fin. Je vais vous proposer une dernière petite séquence. Bon, je vais pas vous demander un pronostic chiffré. Alors après, si vous voulez tenter un nombre de victoires et nous donner une place à laquelle vous voyez les Celtics terminer cette saison, je ne vous en empêcherai pas. Mais voilà, pour faire un petit point, même si ça a été pas mal évoqué, dans cette conférence Est, en fait, on a quand même l'impression qu'il y a pas mal d'équipes qui ont, on va pas dire stagné, mais qui ont fait de petits ajustements. Enfin, bon, après, quand on parle vraiment des équipes, on va dire dangereuses, entre guillemets, les Knicks et les Cavs, ça n'a pas beaucoup bougé. Bon, il y a eu des ajustements, mais c'est pas rien de révolutionnaire. Les Sixers qui ont des soucis hein, avec un de leurs 2 joueurs les plus importants, on va dire, qui pourrait peut-être quitter l'équipe ou pas, et on ne sait pas ce qu'on leur souhaite. Et du coup, le hit quand même, pardon, que j'ai failli oublier, on a tellement été quasiment sûr que Damian Lillard finirait là-bas. Hein. On a lu, ouais, mais il va y aller de toute façon, tout ça c'est du vent, évidemment qu'il ira au hit, etc. Bon, ils ont perdu des joueurs qui leur apportaient énormément en pensant que Lillard viendrait compenser tout ça, et ça n'est pas le cas. Alors bon, ils ont toujours le meilleur coach du monde, mais sur le papier, c'est quand même assez affaibli. Les Celtics et les Bucks sont les 2 équipes qui ont fait les plus gros moves pendant cette intersaison. Est-ce que le tiers dans lequel on doit être, c'est un tiers à 2 et il est hors de question de le voir autrement, ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres équipes qui peuvent venir se glisser? Est-ce que les Celtics comme les Bucks vont peut-être jouer de prudence? Est-ce qu'il va y avoir des blessures? Voilà, bon, tout ça, bien évidemment, je vous propose un pari sur l'avenir. Hein. Bien évidemment, je me doute que vous n'êtes pas voyants ni l'un ni l'autre, mais est-ce que du coup, ils ne seront pas forcément si bien placés? Ça, c'est les questions qu'on peut se poser peut-être pour la saison régulière. Et puis ensuite, qu'est-ce que ça va donner quand on sera en play-off? Les gars, question simple, où se situent les Boston Celtics dans la hiérarchie de l'Est à la veille du top départ de cette nouvelle saison NBA? Azad, je te lance là-dessus. Non, pour moi c'est le meilleur effectif. Parce que les Bucks
ils ont un meilleur corps de 2 joueurs, mais le reste m'inquiète vraiment. Et je serais pas surpris qu'ils fassent d'autres trades au cours de l'année. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as même Brook Lopez qui fera encore l'encre défensive et qui est un super joueur, mais une fois que tu es allé plus loin que leur Big Three, Middleton, je suis désolé, mais ça a été très compliqué et défensivement et offensivement l'année dernière. À chaque fois qu'il revenait et qu'il repartait, à voir si avec un peu plus de rythme et un été un peu plus calme, il se sera remis. Et puis après, le reste de l'équipe, Bobby Portis, Malik Beasley, enfin, je veux dire, ça m'inspire encore moins confiance que le reste de l'effectif de Boston. Et en plus, on connaît très bien les limitations de Giannis en playoff. Donc, enfin, bon. Après, on va encore m'expliquer qu'il n'y a pas de limitation en playoff parce qu'il est champion NBA et qu'il a marqué 50 points en finale. Mais bref, c'est un autre débat. Et mais du coup, ouais, non, pour moi, c'est la meilleure équipe de la NBA, Boston. En tout cas, tu as le meilleur effectif. Après, on dit que je suis négatif et je dis des trucs pareils aussi. Voilà, faut me... Eh oui, il faut équilibrer un peu, Azad, là. Concentre-toi. Non, mais pour moi, c'est le meilleur effectif de la NBA, mais l'effectif est moins bon qu'avant. Et pour moi, on avait une plus grosse marge l'année dernière, et la marge qu'on avait l'année dernière, elle n'a pas suffi. Donc voilà, pour moi, on est toujours la meilleure équipe de la NBA comme on l'était l'année dernière. Mais l'année dernière, c'est pas parce qu'on avait la meilleure équipe qu'on a été champion. Et pour moi, on a moins de marge que l'année dernière. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, la fenêtre, elle s'est juste raccourcie. Et voilà. Mais pour moi, c'est toujours la meilleure équipe. Même si on n'a pas un top 5 NBA en termes de joueurs, pour moi, on a la meilleure équipe. Et à l'Est, clairement, il y a un gros écart entre les Bucks, les Celtics et le reste. Et après, à l'Ouest, ça va être plus difficile à suivre, je pense. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a un tiers, enfin, en tout cas, il y a un tiers qui se dégage, c'est Denver, Bucks et Celtics comme vraiment gros favoris avec Phoenix, si ça tient. Ah, tu vois toujours les. Bon, là, du coup, on s'éloigne un petit peu du sujet, parce que mais tant qu'on est sur la conversation, les Bucks, pour toi, la perte pour le coup, de leur 6e et 7e homme, clairement, ça, parce que bon, le 5 reste extraordinaire, mais là, pour le coup, le banc, il y a des vraies questions. Bah, en fait, pour moi, ils étaient déjà, les gens les voyaient déjà trop haut l'année dernière. Pour moi, c'était une surprise, mais c'était pas une énorme surprise non plus qu'ils se fassent sortir. Avec Guillaume, on a fait les 10 stats de la saison des Bucks. Et en vrai, il y a des indicateurs de saison régulière et des indicateurs sur Giannis en particulier qui montrent que offensivement, c'était quand même vraiment problématique et qu'il y avait aussi des limites défensives. Et en fait, pour moi, s'ils sont allés chercher Lillard, c'est parce qu'ils savaient très bien que s'ils repartaient sur une année comme ça, ils avaient potentiellement la chance de se refaire sortir au premier tour. Même, tu vois, s'ils étaient tombés contre les Cavs l'année dernière, pour moi, ils n'étaient pas forcément plus équipés pour passer, alors que les Cavs, ils sont fait sortir par les Knicks. Donc, moi, j'étais vraiment pas très haut sur les Bucks. Donc, pour moi, ils sont meilleurs que l'année dernière. Mais l'année dernière, pour moi, ils étaient vraiment pas terribles. Alors oui, ils finissent premier de saison régulière, mais il y a deux choses entre gagner énormément de matchs de saison régulière avec des indicateurs qui montrent que tu vas encore faire face aux mêmes limites en playoff. Donc voilà. Alors, excuse-moi, ma fang galourchée. J'ai dit les Bucks. J'ai dit les Bucks, je voulais dire les Nuggets. Non, mais en plus, la question, ta réponse m'intéresse beaucoup aussi pour les Bucks. Mais du coup, je repose ma question. Les Nuggets, le 5 est toujours extraordinaire, mais maintenant qu'il n'y a plus ni Bruce Brown, ni Jeff Green, il y a des vraies questions sur le banc pour eux aussi, pour le coup. Ouais, Jeff Green, bon. En vrai, c'était plus il y a une belle darling. Quand même. Ouais, mais c'est un peu plus enfin, je veux dire, tu peux mettre un autre Pékin qui propose à peu près la même chose, tu vois. C'est juste que là, c'est une darling parce qu'il a 36 ans. Mais il y a d'autres joueurs qui auraient pu apporter à peu près la même chose. C'est juste un petit peu les bienfaits de jouer avec la fontaine de jouvence qui s'appelle Jokic et qui pourrait réanimer la carrière de n'importe qui.
Mais par contre, tu vois, ils ont des Christian Brown qui vont être super intéressants l'année dernière et qui va pouvoir reprendre complètement le flambeau de Bruce Brown. Ils ont encore très bien drafté, apparemment. On en parlait avec Alan hier et il parlait justement de leur rookie qui a fait une très grosse pré-saison. Et puis, du coup, oui, ils se sont un peu amoindris. Mais ça reste enfin je veux dire c'est pas Bruce Brown qui leur fait gagner des finales NBA non plus quoi. Donc bon, je suis pas trop inquiet pour les Nuggets, ils sont peut-être un peu moins bons que l'année dernière, mais l'année dernière ils ont quand même genre roulé sur les playoffs. Donc bon, je suis pas trop inquiet pour eux. Ouais, et puis bon, du coup, on pourra se poser la question de ce que donneront les Suns avec cet extraordinaire Big Three qui est un peu. Mais bon, on va pas trop s'étendre non plus. Pierre, je vais te donner la parole sur le sujet, du coup. Donc, si tu veux nous donner ton sentiment et essaye de pas trop laisser aller ton côté pessimiste. Pierre, on est en fin d'épisode. Donne-nous un petit peu le sourire. Alors, je vais faire un truc, c'est que pour vous donner le sourire, je ne vais absolument pas répondre à la question parce que je n'ai aucune idée et que pour l'instant, j'ai pas, tant que je vois pas jouer les équipes, c'est vraiment très difficile. Je pense vraiment, moi, que, au contraire d'Azaz, je pense pas qu'on ait un top 2, machin. Je pense qu'il y a plus d'équipes que ça qui peuvent se révéler. Il y a aussi des équipes qui travaillent un peu sur la durée, qui ont des projets intéressants. Je pense aux Cavs, je pense aux Knicks, qui font pas complètement n'importe quoi. Et que de toute façon, une saison, c'est super long. Donc voilà, encore une fois, si Porzingis manque la moitié de la saison, bah tu peux très bien finir 7e ou 8e. C'est quelque chose qui peut arriver quand même. Bon, je ne pense pas, mais dans l'absolu, voilà. Donc j'en sais fichtre rien honnêtement. Par contre, il y a un truc qui me semble important de dire dans la preview, c'est que t'en as parlé là, enfin Azad en a parlé de que les Bucks pourraient éventuellement penser à se renforcer, etc. Nous, c'est important aussi d'évoquer un peu notre situation financière, je pense quand même. En payant Peyton Pritchard, l'avantage c'est que tu as garanti un peu à tout le monde son argent. D'accord? Jalen Brown a touché le pactole, je vais pas revenir dessus. Peyton a été payé, Tatum a été payé, Horford est sous contrat, tout le monde est sous contrat. Alors forcément, on n'a pas de marge de manœuvre. Nous, faut pas espérer grand chose à moins cataclysme. Il faut pas espérer grand chose lors des trade deadline. Ce sera des choses à la marge si on peut se greffer sur un truc. Ce sera un marché d'opportunités pour Boston, mais grosso modo, à mon avis, l'équipe va pas beaucoup bouger en fait. Donc on n'a pas, on part vraiment là les 15 qui vont être signés, à mon avis, c'est quand même la plupart qu'on va retrouver à la fin de l'année. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de voir notamment comment Boston va se positionner sur les postes qui restent un petit peu vacants. Dire aussi que dans les rayons blessures, il y a Jay Scrubb qui avait fait une Summer League vraiment intéressante, qui a été drafté en deuxième tour par les Clippers il y a 2-3 ans, qui s'est blessé, qui lui s'est pété. Alors c'était plus un joueur qui était destiné à jouer pour le Maine Celtics, mais qui s'est fait les ligaments croisés. Donc voilà, et qui avait décroché un two-way. Donc bon. Voilà, sur ta question, je ne sais pas. Par contre, dire aux auditeurs qu'au niveau financier, on a tout explosé et qu'on n'a pas de marge, ça me semble important de le dire. Et que, en plus de ça, on pourrait avoir ce débat-là, mais je pense que l'émission va déjà durer un peu trop longtemps. Mais je suis pas forcément convaincu que ce soit tout le temps de l'argent bien dépensé par rapport au poste et par rapport à l'expérience des gars. Et je trouve qu'on a quand même dans notre équipe beaucoup de joueurs qui sont vraiment, pour moi, un peu trop payés. Mais bon, ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir après, plus tard. Ok. Bon, et ben voilà, il va être temps de conclure. Pierre, je t'avais promis un petit clin d'œil à la fin de l'épisode. Est-ce que tu te souviens de ta conclusion sur l'épisode de preview de la saison dernière? Absolument pas.
Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'il est temps de se faire des N-bisous? Ah oui, c'est vrai, c'était T'en pour rappelles? celui-là. C'était pour celui-là. Et c'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est Pour vrai. celui-là. Voilà. Non, alors bon, je tiens quand même à dire que c'était absolument pas de la moquerie gratuite de ma part, hein. Ça Non, mais m'avait pas- c'est. ça m'a vraiment fait sourire de le réécouter parce que je me rappelle que ce soir-là, tu nous avais dit que tu étais crevé et qu'on a Ouais. enregistré ça et que on s'était dit, allez, on essaye de boucler ça en 1 heure et évidemment, ça avait duré 1 heure et demie, hein, à peu près comme Exactement. ce soir. À peu près comme ce soir. Voilà. Et puis ça me permet aussi à moi de dédramatiser un peu la fin d'épisode parce que c'est toujours un moment un peu de stress. J'ai toujours peur de bafouiller. Je sais jamais trop comment finir. Voilà. Donc là, je m'enlève tout stress. Je le dis. Je vais. Tu vas faire un montage, enfoiré. Voilà, c'est ça. Je vais donc clôturer cet épisode tant bien que mal en vous souhaitant une bonne saison de NBA et en vous faisant des N-bisous. Et puis, on vous dit à très bientôt. On va laisser passer quelques matchs et puis on reviendra donc pour vous livrer. Là, on n'a pas vraiment de planning défini, donc on viendra vous livrer nos premières impressions après une barre symbolique qui pourrait être de 10, 20 matchs, un quart de la saison. On ne sait pas trop encore. En tout cas, on sera là au bout après avoir un peu regardé le départ. Go Celtics et à très bientôt. Enjoy, bye bye. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots from both teams, Jeff, down the stretch.